Donc, bonjour et merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui pour cette restitution. Donc, je me présente rapidement, Lou Ortiz. Donc, ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant que je suis consultant au sein du département non-vie du cabinet Milliman, que j'ai d'ailleurs rejoint en tant que, à l'issue d'un stage, à l'issue de mon stage de fin d'études réalisé dans le département analytique du cabinet. Et donc, j'ai eu le plaisir d'être contacté par l'Institut dans le cadre de ces restitutions de mémoire d'actuariat pour présenter mon sujet de mémoire que j'ai soutenu il y a maintenant 2 ans. Voilà, donc je vais vous présenter les travaux portant sur l'apport des technologies de l'intelligence artificielle faible en provisionnement non-vie. Donc, on aura l'occasion de voir que les problématiques abordées sont toujours bien d'actualité aujourd'hui. Voilà, donc la présentation devrait durer une trentaine de minutes et sera suivie d'une séance de questions-réponses. Donc, je vous invite, le cas échéant, à poser directement vos questions dans le chat et j'aurai l'occasion d'y répondre à l'issue de la présentation. Voilà, donc je vais commencer par introduire le sujet des travaux en donnant un rapide tour d'horizon du provisionnement et notamment en mettant en regard les pratiques actuarielles les plus classiques qui sont majoritairement utilisées encore aujourd'hui au sein des compagnies d'assurance vis-à-vis des développements et des avancées technologiques plus récentes. Voilà, donc ça permettra de faire un état des lieux du marché de façon un petit peu générale et d'introduire la problématique des travaux autour de l'exploitation des nouvelles technologies. Voilà, donc pour bien contextualiser, je commence par donner quelques définitions et je reviens en fait sur ce qui est à l'origine du provisionnement, à savoir le sinistre en lui-même. Voilà, donc j'ai représenté sous forme de schéma simplifié ici la vie d'un sinistre. Donc naturellement, tous les éléments qui apparaissent sont aléatoires, à commencer par la survenance elle-même, tout comme la déclaration du sinistre, qui peut avoir lieu le jour même de la survenance ou bien intervenir à l'issue d'un certain délai. Donc une fois le sinistre déclaré, il y a toute une procédure qui se met en place et qui est représentée ici par l'enregistrement de provisions des dossiers, par le versement de paiement ou encore l'enregistrement de recours, et ce jusqu'à la clôture du dossier. Voilà, donc cela étant dit, l'objectif du provisionnement et donc l'un des rôles de l'actuaire, c'est d'estimer le plus précisément possible le coût du sinistre à sa clôture pour constituer une provision en conséquence. Donc, on parlera de provision pour sinistre à payer sans marge de prudence ici. Voilà. Alors l'intérêt de ce schéma, qui est très simple, c'est qu'en fait, il rend assez bien compte de la forte incertitude qui pèse sur le développement d'un sinistre. Et donc, on conçoit assez bien que l'estimation des PSAP, c'est un exercice qui est difficile. Et alors, pour s'affranchir de cette complexité, la pratique la plus couramment mise en œuvre par les actuaires, c'est d'agréger l'ensemble des sinistres en triangle de développement et d'appliquer des méthodes dites agrégées de type chain ladder qui sont largement répandues, maîtrisées et particulièrement simples à mettre en œuvre. Voilà, alors néanmoins, on sent bien que le fait, en fait d'agréger les données en triangle de développement, ça ne permet pas forcément d'exploiter toutes les informations qui seraient à disposition, alors qu'aujourd'hui, on recense un certain nombre d'enjeux, dont certains sont listés ici, qui pourraient largement bénéficier de l'exploitation des données individuelles de sinistres, comme par exemple les problématiques d'évaluation globale des risques, ou encore l'anticipation des sinistres graves, l'application de la réassurance non proportionnelle, etc. Et alors, au-delà de ces aspects de connaissance, disons, intrinsèques du risque, il y a aussi d'autres problématiques qui sont davantage orientées métier, qui existent aujourd'hui, comme par exemple la rationalisation des processus ou le respect des échéances, qui constituent aussi des axes importants dans le quotidien des compagnies d'assurance. Voilà, donc ça donne un petit panorama du provisionnement. Et donc, on va essayer de voir comment les avancées technologiques peuvent nous permettre de répondre à certains des enjeux listés ici. Voilà, alors bien sûr, il y a une communauté qui est active sur certaines de ces problématiques, et notamment sur le sujet du provisionnement individuel. Donc, on peut citer par exemple le groupe Astin ou la chaire d'amis qui contribuent par la publication et le développement d'un certain nombre de modèles paramétriques comme non paramétriques. Alors, certains sont listés ici, la liste est bien sûr non exhaustive et d'ailleurs pas tout à fait à jour.
Mais donc voilà, ce sont des publications qui viennent, disons, enrichir la connaissance académique autour de la modélisation des provisions. Alors certaines commencent doucement à être expérimentées au sein des compagnies, mais pour le moment, ce qu'on peut noter, c'est que la plupart de ces contributions ne sont pas forcément arrivées à un stade de maturité tel qu'elles seraient en mesure de remplacer les méthodes traditionnelles qui sont encore très largement ancrées au sein des compagnies. Voilà, donc du coup, ce qu'on souhaite faire en fait par le biais de ce mémoire d'actuariat, c'est d'élargir le discours autour de l'intelligence artificielle et notamment des technologies open source qui sont de plus en plus flexibles et performantes, notamment en matière d'algorithmie, d'analyse numérique ou même plus basiquement de visualisation de données. Et donc voilà, ce qu'on propose, c'est en fait de regrouper toutes ces technologies sous la bannière de l'intelligence artificielle au sens faible du terme. Donc pour reprendre une citation de Cédric Villani, spécialiste du sujet, l'IA, en fait, ça reste un concept qui fondamentalement est totalement dénué d'intelligence propre, parce qu'elle n'a même pas conscience des tâches qu'elle exécute, ni pourquoi elle les exécute. Par contre, elle est capable d'exécuter ces tâches de façon automatique en étant très performante, sans se tromper. Et donc, c'est la raison pour laquelle son utilisation peut s'avérer très intéressante pour la réalisation d'un grand nombre d'opérations, et en particulier en provisionnement. Voilà, donc finalement, ce qui se dégage un petit peu de ce qui a été dit jusque-là, ce sont les deux macro-thématiques suivantes. Donc avec d'une part l'automatisation et la rationalisation des processus au sens large. Donc, ce qu'on souhaite faire en fait ici, c'est de conserver une approche métier très pragmatique en considérant les méthodes les plus classiques comme Chainladder par exemple, et de proposer des bonnes pratiques d'implémentation, d'utilisation, de manipulation pour faciliter le quotidien de l'actuaire sur tout ce qui concerne les aspects de modélisation agrégés. Voilà, et la deuxième thématique qu'on met en avant ici, c'est ce qu'on appellera la connaissance approfondie du risque. Donc à nouveau, l'objectif, c'est d'essayer en fait en parallèle d'aller au-delà des méthodes classiques en exploitant le plus de données possible. Donc ça passe par exemple par l'utilisation des variables individuelles de développement qui ont déjà été introduites, donc typiquement tout ce qui concerne les dates et délais les dates de survenance, les délais de déclaration, les délais de clôture, ce genre d'informations individuelles. Ça passe aussi par l'utilisation des caractéristiques, disons, intrinsèques liées au sinistre ou au contrat sous-jacent, comme par exemple le type de garantie, la nature de la perte, on peut penser à l'âge de l'assuré, éventuellement son adresse postale, donc des éléments individuels de ce type-là. Et ça peut aussi passer par l'exploitation, cette fois-ci, de données un peu moins structurées, comme les commentaires de texte enregistrés par les gestionnaires directement sous forme de texte, qui peuvent renfermer des informations détaillées qui peuvent être très intéressantes par rapport aux spécificités d'un sinistre, aux conditions d'un accident, aux notions de responsabilité, ce genre de choses. Voilà, donc le but, c'est véritablement de combiner ces thématiques au cours des différentes étapes du processus global de provisionnement. Voilà, donc après cette introduction, je vais commencer par finalement le point de départ de toute étude statistique, à savoir l'établissement d'un diagnostic initial, ou encore la phase d'analyse descriptive, la phase d'analyse descriptive, en accordant une importance particulière à la prise en charge et à la visualisation des données, pour justement tirer le meilleur des informations détaillées de sinistre. Voilà, alors en général, quand on fait donc une étude en provisionnement, on commence par visualiser les données agrégées de sinistres, à savoir les triangles de développement. Donc typiquement, ce qu'on a représenté sur la première figure en haut à gauche, c'est donc un triangle de paiement sous forme de heatmap. C'est un triangle par année de survenance, 3 développements. Et on a l'équivalent direct, cette fois-ci sous forme de courbe de développement sur la figure en haut à droite. Donc voilà, ça, ce sont des premiers visuels très classiques qu'on rencontre très souvent quand on fait une étude en provisionnement. Et donc, ça permet d'avoir une première idée des ordres de grandeur manipulés, de l'évolution des règlements cumulés par survenance, etc. Alors, il y a un certain nombre de variantes qui existent, comme par exemple la représentation des facteurs de développement individuels, ou encore les cadences de développement. Donc, je passe assez rapidement là-dessus. Maintenant, ce qui peut être intéressant de faire si on dispose des données individuelles de sinistres, c'est en fait de générer le même type de graphique
mais à une maille plus fine. Donc, par exemple, on a remplacé les années de survenance par des mois de survenance sur la figure en bas à gauche, tout en conservant le format du heatmap. Et de la même manière, au lieu de représenter les évolutions des montants cumulés agrégés, on a directement tracé les développements des sinistres individuels sur la figure en bas à droite. Voilà, donc même si elle a beau être complètement illisible en l'état, en fait, si elle est réalisée sur une sélection de sinistres bien choisie, elle peut permettre éventuellement de remonter à la cause de tel ou tel phénomène qu'on aurait observé sur les données agrégées. Et donc c'est notamment un cas d'étude qui est présenté en détail dans le mémoire et qui met qualitativement en évidence en fait l'existence et l'impact de certains sinistres particulièrement déviants par rapport au portefeuille global. Voilà, alors j'insiste à ce niveau-là sur l'importance en fait du bon conditionnement des données pour l'obtention de ces différents graphiques. Donc, je précise que ce sont un petit peu plus de 70 000 sinistres qui ont été manipulés dans le cadre du mémoire. Je précise aussi que l'objectif, ce n'est pas uniquement de réaliser des analyses des analyses ciblées sur seulement un jeu de données spécifique, mais c'est plutôt d'aboutir à une forme de standardisation et à l'implémentation de pratiques qui soient flexibles et robustes pour rationaliser, pour standardiser la phase d'exploration des données dans le cadre d'un processus de provisionnement. Voilà, donc on poursuit l'exploration des données par des analyses, donc cette fois-ci ciblées à la maille du sinistre, donc qui peuvent être de différentes natures selon les données à disposition. Donc, par exemple, on peut s'intéresser aux analyses des profils de sinistralité, donc avec l'appréhension des sinistres graves ou l'étude des bonimalies. On peut aussi s'intéresser à l'étude des délais de déclaration, de clôture. Donc, le graphique de gauche, par exemple, correspond à la représentation sous forme de densité des délais de clôture par année de survenance. Donc, ce qui est assez intéressant ici, c'est que pour toutes les survenances suffisamment anciennes, c'est-à-dire les années 98 à 2004, 2005 environ, on peut observer que la majorité des sinistres semblent être clôturés à l'issue de 13-14 ans, ce qui va nous donner des informations sur l'une des caractéristiques de sinistralité du portefeuille. Voilà, et enfin, on va terminer par un type de représentation des données d'une nature totalement différente, à savoir la représentation spatiale des sinistres, qui est basée sur l'exploitation d'informations de localisation, donc comme par exemple une adresse postale ou des coordonnées GPS directement. Voilà, donc sur la figure de droite, c'est en fait une sélection de sinistres du portefeuille qui est représentée en 3 dimensions. Donc c'est une figure qui permet de rendre compte de la répartition spatiale des données au sein du territoire français dans notre cas. Voilà, donc ça, ce sont des types de visuels qui sont couramment rencontrés en tarification, donc beaucoup moins en provisionnement a priori, mais néanmoins, c'est des visuels qui peuvent être très intéressants et qui favorisent d'ailleurs un dialogue entre les différents acteurs, donc que ce soit les actuaires, les gestionnaires, voire les souscripteurs, autour de l'historique de sinistralité. Voilà, donc à ce stade de l'étude, après du coup l'analyse exploratoire des données, on en sait davantage sur le portefeuille de sinistres dont on dispose et on est plus à même de réaliser des études actuarielles à proprement parler, à commencer par l'identification des sinistres atypiques. Voilà, je rappelle qu'on a commencé à appréhender tout à l'heure la présence de sinistres particulièrement déviants. Donc, c'est assez naturellement qu'on se tourne vers l'étude des sinistres atypiques. Voilà, donc j'introduis cette problématique en donnant quelques définitions à nouveau. Donc, ce qu'on cherche à faire dans cette partie, fondamentalement, c'est de distinguer les sinistres dits attrititionnels des sinistres graves pour aboutir à des groupes homogènes de sinistres, ce qui nous permettra par la suite d'aborder la phase de modélisation sur des périmètres adaptés de données. Voilà, donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de répondre à la question qu'est-ce qui fait qu'un sinistre est classé parmi les attrititionnels ou parmi les graves? Alors, il y a différents critères qui peuvent être retenus, et ce qu'on va considérer ici, c'est la définition dite grave un jour, grave toujours, selon laquelle un sinistre est grave à partir du moment où sa charge dépasse au moins une fois dans sa vie un seuil prédéterminé. Donc, par exemple, sur la figure, on a choisi arbitrairement un niveau de seuil de 1 000 € pour l'illustration. Donc, on peut noter que les sinistres numéros 2, 3 et 4 sont considérés comme des sinistres graves selon cette définition. Et donc, les 2 autres sinistres sont classés parmi les attrititionnels. Alors ça semble assez clair pour le sinistre numéro 1,
qui est observé sur une longue période. Par contre, pour le sinistre numéro 5, c'est moins évident à ce stade de se prononcer sur sa catégorie, étant donné qu'il est observé sur une courte période de temps, et donc on ne sait pas forcément comment est-ce qu'il va évoluer dans le futur. Voilà, donc tout ça pour dire que l'incertitude qui pèse autour des sinistres survenus récemment, elle est bien plus grande que pour les autres sinistres. Voilà, c'est la raison pour laquelle on articule en fait les travaux de cette partie en deux problématiques, avec d'une part le choix du niveau de seuil de gravité et d'autre part l'identification des sinistres récents qui sont parmi les plus enclins à dévier dans le futur. Voilà, alors je commence par le premier point, à savoir le challenge du seuil de Grave. Donc en fait, ce qui a motivé entre autres les travaux autour du seuil de Grave, c'est qu'il arrive parfois que ce soit un niveau de seuil qui soit fixé arbitrairement. Par exemple, on va prendre 100, 150, 200 000 euros. Et donc, ce qu'on propose ici, d'un point de vue un petit peu exploratoire, c'est de challenger et d'objectiver ce niveau de seuil en se basant sur des indicateurs qui sont à la fois simples et représentatifs de la stabilité du triangle attritionnel qui découle du niveau de seuil considéré. Voilà, donc, le principe appliqué ici, c'est que pour un niveau de seuil donné, on est en mesure, du fait de la base de sinistre individuel, on est en mesure de reconstituer le triangle de sinistre attritionnel sous-jacent et d'évaluer d'une certaine manière sa stabilité à travers des indicateurs issus de l'approche chain-ladder et du modèle de Mach. Donc, on s'est par exemple intéressé à l'évolution des cadences de développement, ou à l'évolution de la validité de certaines hypothèses sous-jacentes au modèle chain-ladder, ou encore à l'évolution de la MSEP de Mach et du coefficient de variation. Voilà, et en fait, l'atout dont on dispose, c'est une capacité de calcul très importante qui nous permet d'étudier l'évolution des indicateurs directement en fonction du seuil, même si ça suppose de réaliser un grand nombre d'opérations. Voilà, donc je ne vais pas forcément avoir le temps de revenir en détail sur tous ces éléments qui se retrouvent en détail dans le mémoire. Je vais simplement donner sur la figure de gauche ici l'évolution de l'allure des cadences de développement. Et en fait, ce qui est intéressant à partir du moment où on démultiplie les indicateurs de stabilité, c'est qu'on peut ensuite recouper les intervalles entre eux. Donc ça, c'est ce qui concerne la figure de droite. Et on peut aboutir à partir de là à ce qu'on pourrait appeler un ensemble admissible de valeurs de seuil qui peut permettre d'initier à nouveau un dialogue autour du choix de ce seuil, qui va d'ailleurs conditionner toute la suite de la modélisation. Voilà, donc ici, dans le cadre de l'étude, on a été en mesure d'objectiver un montant de seuil de 160 000 euros, qui en l'occurrence est retenu pour toute la suite de l'étude. Voilà, alors maintenant, ce qu'on n'a pas encore capté donc, à ce stade, ce sont les sinistres récents, a priori attrititionnels, mais qui sont susceptibles d'évoluer dans le futur. Voilà, donc ce qu'on propose d'appliquer ici sont des algorithmes flexibles de machine learning, notamment en matière de prise en charge des données, et donc de se servir des variables de développement et de toutes les variables supplémentaires à disposition pour calibrer un modèle prédictif. Voilà, donc pour ça, on a utilisé l'algorithme classique CART. Donc fondamentalement, ce qu'on cherche à faire, c'est de reconnaître des motifs typiques des sinistres graves sur les données à disposition. Voilà, donc c'est ce qu'on a mis en œuvre. Donc, sur la figure de gauche, on a représenté la courbe de validation croisée qui nous permet de sélectionner l'arbre optimal et qui est justement représenté sur la figure de droite. Voilà, et donc l'utilisation du modèle en prédiction, ça nous permet de venir identifier les sinistres parmi la base d'attritionnels qui seraient les plus enclins à dévier dans le futur. Voilà, donc à ce stade, on a traité la problématique d'identification des sinistres atypiques et on va maintenant s'intéresser à la modélisation des ultimes et au choix des modèles qui sont bel et bien au cœur du processus de provisionnement. Voilà, donc pour résumer, on est parti d'un portefeuille de sinistres dont un extrait est représenté ici, donc tous sinistres confondus sur la figure de gauche, donc en 3 dimensions. Et on a abouti à la séparation en 2 bases distinctes, avec d'une part les attrititionnels et d'autre part les sinistres graves. Voilà, donc comme illustré ici, et c'était l'objectif, on a maintenant des groupes de sinistres suffisamment homogènes et on va appliquer des méthodes de modélisation dédiées à chacun de ces groupes de sinistres. Voilà, donc concernant les attrititionnels, ce qu'on propose en fait, c'est d'appliquer une approche automatisée des méthodes agrégées de modélisation. Donc l'idée en fait, c'est de rester très proche des pratiques usuelles, mais de tirer parti des possibilités technologiques, notamment en matière d'automatisation.
Pour les sinistres graves, ce qu'on a appliqué, c'est là encore des approches assez basiques autour de l'exploitation des charges à date et de la méthode fréquence coût moyen. Et on a essayé aussi d'aller un petit peu plus loin en exploitant les commentaires de texte enregistrés par les gestionnaires. Donc je vais détailler ces approches dans la suite. Donc je commence par aborder le traitement des attritionnels avec donc pour objectif véritablement la rationalisation d'une certaine manière du processus de modélisation de cette catégorie de sinistres. Et donc en fait l'intérêt c'est qu'on dispose maintenant donc j'ai dit tout à l'heure de sinistres homogènes entre eux qu'on vient agréger en triangle de développement, ce qui nous procure une structure standardisée des données qui est toujours souhaitable à partir du moment où on cherche à automatiser un processus. Voilà, donc pour commencer, on s'est intéressé à la réalisation de diagnostics sur les données, chose qui est toujours utile dans le cadre du provisionnement. Donc ça rejoint en partie les analyses descriptives qui ont été exposées précédemment. Donc je passe assez rapidement là-dessus. Ce qui nous intéresse surtout ici, c'est bel et bien la modélisation des charges ultimes. Ce qu'on propose en fait, c'est de procéder automatiquement à des choix de modélisation via l'inclusion ou l'exclusion de facteurs de développement individuels en réponse à des critères simples. Donc par exemple en retirant des outliers, en détectant d'éventuels effets diagonaux, etc. Donc par exemple, ce qui est représenté sur la figure du haut, c'est donc un triangle de link ratio, un triangle de facteurs de développement individuels pour lesquels on a conservé uniquement les 5 dernières diagonales. Donc il y a différents critères de ce type qui ont été appréhendés dans le cadre de ce mémoire et qui aboutissent donc chacun à des montants de charge ultime. Et en fait, l'intérêt de cette démarche, c'est qu'elle fonctionne de façon totalement modulaire, c'est-à-dire qu'on peut démultiplier les règles de sélection de modèles sans en pâtir en termes de temps de calcul. Voilà. Alors bien sûr, c'est une pratique qu'il faut nuancer parce que c'est une approche qui n'est pas autonome et qui nécessite l'intervention de l'actuaire qui dispose, lui, d'une réelle expertise métier dont l'algorithme est dépourvu. Mais néanmoins, malgré tout, ça reste une approche qui peut aboutir à des gains de temps intéressants, notamment sur les différentes lignes d'activité, disons, les plus standards des compagnies d'assurance, dans le cadre, par exemple, d'un processus de seconde opinion automatisé. Voilà, et donc je termine ici par le traitement des sinistres larges. Alors, cette dernière partie, elle s'est articulée en 2 temps, avec pour commencer l'application d'une approche assez classique, là encore, de méthode de type fréquence coût moyen. Donc, ce qu'on a pu observer, en fait, c'est que pour les sinistres survenus entre 98 et 2012, en fait, on a des sinistres qui sont globalement assez développés et qui évoluent plus. Donc ça nous incite à retenir en fait la charge à date comme charge ultime, étant donné que c'est la meilleure estimation dont on dispose à date. Et pour les survenances les plus récentes, on se sert aussi de la stabilité observée sur les données pour appliquer un montant de charge moyenne au sinistre. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails chiffrés des résultats parce que ce n'est pas forcément l'objet ici. Par contre, ce qu'on a souhaité faire dans un deuxième temps, c'est aussi d'envisager une méthode d'exploitation des commentaires de texte parce qu'on peut penser en fait qu'à partir du moment où on s'intéresse à des sinistres importants, des sinistres graves, potentiellement les gestionnaires vont accorder une importance toute particulière à ces sinistres. Et donc, les commentaires qui peuvent en résulter peuvent être tout à fait intéressants. Alors ça étant dit, il faut quand même noter que les commentaires, par nature, ça reste une donnée qui est assez peu structurée, assez peu standardisée au sein des compagnies et qu'il est souvent difficile aussi de les collecter. Donc du coup, étant donné le faible nombre de commentaires à disposition qu'on avait pour l'étude, ce qu'on propose ici, c'est une approche assez concrète et basique, basée sur l'utilisation d'expressions régulières. Donc ce qu'on a essayé de détecter, en fait, c'est le caractère flou ou incertain des commentaires de texte, comme illustré ici. Donc en fait, typiquement, on va essayer de capter l'emploi de formes conditionnelles, l'emploi de la première personne. Tout élément de texte, en fait, pourrait traduire une forme d'incertitude ou un caractère incertain au sein du commentaire. L'idée à partir de là, c'est que si on extrait donc un certain nombre de commentaires, on peut être amené ensuite à faire une étude en détail du sinistre au cas par cas et dans certaines situations, on pourrait être amené à réviser à la hausse telle ou telle charge ultime telle ou telle charge de sinistre important et individuel. Voilà, donc c'est une approche un petit peu nouvelle qu'on a voulu tester ici, qui est sans doute pas tout à fait mature, mais on pense que ça peut mener à des développements intéressants du fait que les commentaires de texte sont des données qui sont
a priori amené à être de plus en plus manipulé dans le futur. Voilà, et donc pour terminer maintenant et pour clôturer le processus de provisionnement, on propose de s'intéresser en fait à la mise en forme et à l'interprétation automatique des résultats pour concrétiser véritablement la notion d'intelligence artificielle en provisionnement. Voilà, donc à ce stade, on a réalisé un grand nombre d'analyses en matière de description et d'exploration des données. Donc on a aussi mené des études actuarielles avancées, approfondies, et on s'intéresse maintenant à la façon de restituer au mieux les résultats obtenus. Voilà, donc je vais brièvement introduire deux technologies qui sont chacune d'actualité dans ce contexte. Donc la première concerne en fait, la génération automatique de commentaires descriptifs ou conclusifs, et elle peut se baser sur des techniques de génération de langage naturel. Donc en deux mots, la génération de langage naturel, en fait, c'est une discipline qui a pour but de transcrire directement sous forme de texte, sous forme de langage naturel, donc en bon français, un contenu potentiellement complexe qui serait par exemple stocké sous forme de graphique ou de tableau. Et donc à titre d'exemple, sur la figure ici, ce qu'on a représenté, c'est le détail, le déroulé de la vie d'un sinistre, donc sélectionné au hasard parmi les données. Donc d'ailleurs, ça rappelle un petit peu la figure introductive de l'exposé. Et donc l'idée, en fait, c'est de venir se nourrir de toutes les informations individuelles disponibles pour générer automatiquement une description détaillée de ce sinistre. Voilà, donc c'est un exemple de description automatique de données ici, et plus généralement, c'est un procédé qui peut en fait s'avérer très intéressant et très utile dans le cas de la création de rapports standardisés ou dans le cas de la génération d'annexes techniques, qui sont d'ailleurs des problématiques métiers qu'on rencontre quotidiennement au sein des compagnies. Voilà, et la deuxième technologie qui est mise en avant ici concerne le développement d'applications web interactives. Donc c'est quelque chose qui peut être particulièrement adapté aussi ici dans le cadre du provisionnement, parce que finalement, le provisionnement, ça reste une discipline dans laquelle on a besoin de réaliser de façon très efficace et potentiellement automatisée un certain nombre d'opérations, donc ça on l'a vu, mais ça nécessite aussi en fait l'intervention de l'actuaire sur des choix de modélisation, sur des points de validation. Et donc l'intérêt, c'est d'avoir la possibilité d'unifier tous ces éléments au sein d'une seule et même interface. Voilà, donc je vais en donner une petite illustration dans un instant. Et du coup, voilà, ce qu'on souhaite vraiment mettre en avant dans ce slide, c'est que la notion de restitution, c'est toute une problématique très concrète qui nous amène à appréhender des technologies capables de rendre compte précisément des résultats obtenus et d'unifier l'ensemble du processus au sein d'une même interface. Voilà, donc en conclusion, l'objectif du mémoire, ça a été de tenter de rebalayer tout le processus de provisionnement, donc de la prise en charge des données jusqu'à la restitution des résultats, en essayant à chaque étape d'introduire de bonnes pratiques. Alors, il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés, donc je ne vais pas forcément revenir sur chacun des blocs ici, mais je veux simplement mentionner qu'on a vraiment essayé de décortiquer le processus sous l'angle des deux thématiques qui avaient été introduites au départ, donc à savoir la rationalisation du processus et la connaissance approfondie du risque. Voilà, donc je pense qu'on a pu voir que ce sont deux problématiques qui sont très complémentaires et pour lesquelles il y a beaucoup de travaux qui peuvent être réalisés. Et donc je vais maintenant prendre juste quelques minutes pour vous montrer des illustrations de ce qu'on a pu être amené à l'époque à développer en termes d'interface interactive autour notamment des calculs de première et de seconde opinion. Voilà, donc ça permettra d'illustrer les travaux de façon un petit peu générale. Alors, je vais simplement changer de présentation. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré des courtes vidéos à partir d'une application Shiny, donc développée en langage R. Voilà, donc voilà, j'ai enregistré des vidéos pour qu'on puisse gagner un petit peu de temps ici. Et donc, je commence par la première application concernant les calculs de première opinion. Donc, en fait, ça consiste en un petit module de modélisation qui s'inscrit dans le bloc de modélisation des ultimes. Et donc, en fait, ce qui est fait ici, c'est qu'on se base sur un triangle de développement. Donc, le triangle de link ratio sous-jacent, en fait, est représenté au centre de l'application ici. Il est aussi représenté sous forme d'histogramme sur la partie haute de l'application. Donc, je vais venir lancer la vidéo ici.
Donc voilà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a la possibilité manuellement de venir exclure ou inclure des coefficients. Donc avec la mise à jour du triangle qui se fait automatiquement. On a aussi la possibilité d'appliquer des modèles prédéterminés. Donc on va conserver par exemple les 3 dernières diagonales, on va conserver uniquement le minimum ou même une sélection un petit peu plus smart ici des coefficients. Et donc on a une mise à jour et une lecture directe ici des montants de charge ultime sur la partie basse de l'application. Voilà, donc c'est en fait une toute petite illustration qui a pour but ici de montrer qu'on a les moyens finalement assez simplement de personnaliser une interface de modélisation selon ses propres besoins, donc avec un fort caractère sur mesure. Voilà. Et alors la deuxième vidéo que je vais vous montrer ici, cette fois-ci, ça concerne la prise en compte de calculs plutôt orientés seconde opinion. Donc l'objectif, en fait, c'est de partir de calculs d'ultime déjà réalisés et de venir comparer avec les résultats d'une seconde modélisation. Voilà, donc c'est la même application, c'est simplement un autre volet. Donc, je vais lancer la vidéo ici. Donc voilà, on commence par la possibilité d'importer des données. Donc ici, on a les données de paiement, de charge et d'ultime première opinion. Et ensuite, on a un certain nombre d'onglets qui permettent la visualisation des données. Donc là, il s'agit des courbes de développement, donc des données de paiement et de charge par année de survenance. On avait une première version statique. Ici, on a une deuxième version, cette fois-ci interactive, dynamique, donc sur laquelle on a la possibilité voilà, de venir zoomer ou parcourir les données. On a aussi la possibilité de sélectionner une seule ou plusieurs courbes de développement pour les besoins d'analyse. Donc voilà, c'est des premiers visuels, disons, en particulier les visuels interactifs ici, qui s'inscrivent très bien dans le contexte d'application interactive, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et ici, un dernier onglet, cette fois-ci d'analyse statique, où on a véritablement la comparaison des montants de charge première et seconde opinion qui est faite, donc avec les courbes horizontales rouges et jaunes qu'on a vues. Et pour terminer, un dernier onglet d'export des données sous un certain format prédéfini. Voilà, donc là encore, avec ce petit exemple, c'est vraiment le caractère sur mesure qu'on met en avant et qui est particulièrement adapté à des travaux de type seconde opinion. Voilà, donc pour terminer, je vais revenir sur les slides pour conclure. Voilà, et en fait, je trouve intéressant, pour finir, de faire un petit peu le bilan de ce qu'il en est aujourd'hui, avec un petit peu de recul par rapport aux travaux du mémoire autour des thématiques abordées. Ce qu'on peut noter, en fait, en particulier au niveau du marché, c'est que les compagnies témoignent de plus en plus d'un besoin d'accélération du processus de provisionnement, avec des phases de production qui sont de plus en plus resserrées et qui s'inscrivent d'ailleurs dans un cadre réglementaire toujours plus exigeant et évolutif. Donc ça, c'est pour ce qui est du premier point. On note aussi une certaine volonté aujourd'hui de challenger les approches classiques de provisionnement via l'application de nouvelles méthodes. Donc voilà, sans aller jusqu'à détrôner les classiques chain ladder et autres, il y a de plus en plus d'acteurs qui essayent d'aller un peu plus loin dans la modélisation via l'exploitation de données individuelles de sinistralité. Et enfin, on remarque également une volonté accrue de formation des équipes en matière d'open source, avec cette idée de gagner en autonomie et en maturité sur les technologies du numérique open source. Donc c'est quelque chose qui est notamment assez corrélé avec l'insertion sur le marché des jeunes diplômés qui sont finalement assez demandeurs d'aller au-delà d'Excel et de se tourner vers des langages de type R ou Python. Voilà, donc tout ça pour dire que les problématiques abordées dans cet exposé sont bel et bien toujours d'actualité aujourd'hui. Voilà, donc j'en termine avec ce que je voulais vous présenter. Donc je vous remercie de votre attention et je vais maintenant me tourner vers le chat pour si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat. Alors il y a une question très concrète simplement sur le support. Alors je crois, ce sera confirmé, mais je crois que cette présentation sera est enregistrée, sera disponible sur le site de l'Institut.
Alors pour ce qui est il y a une question sur le dashboard donc, qui a été présentée. À nouveau, c'est une application en fait Shiny, donc sous-jacente au langage R. Donc il y a une bibliothèque, Shiny qui est directement du langage R sous-jacent, et donc c'est ce qui a été utilisé pour le développement. Donc il faut savoir que ce soit en R ou en Python, notamment les formats Dash en Python, il y a des librairies déjà toutes prêtes, disons, qui permettent assez facilement de mettre en place des procédés interactifs de ce type-là. Alors, il y a une question sur la détermination des charges ultimes. La question, c'est est-ce qu'on s'est basé sur la méthode Chain-Ladder pour déterminer les charges ultimes? Alors, en fait, tout à fait. Alors, il y a eu plusieurs étapes dans la modélisation. En tout cas, en ce qui concerne les sinistres attrititionnels, on est reparti des triangles de développement. Donc, voilà, il y a eu toute cette première phase d'identification du seuil de gravité, et à partir de là, on disposait d'un triangle homogène de sinistre attritionnel pour lequel on a appliqué donc un grand panel en fait de modèles chain ladder avec des exclusions, inclusions. En fait, on a joué sur les coefficients, mais derrière le modèle le modèle de calcul, ça a toujours été la méthode chain ladder. Alors, il y a une question sur la réalisation des commentaires de graphiques automatiques. Alors, je ne sais pas si, je ne saurais pas dire s'il y a directement des programmes open source ou des librairies dédiées. Je sais qu'il y a un certain nombre, la génération de langage naturel en fait que j'évoquais tout à l'heure, elle a amené un certain nombre de développements. Donc, il y a des papiers qui existent sur le sujet. Maintenant, je ne suis pas certain qu'il y ait eu véritablement des librairies développées et dédiées là-dessus, sur directement la réalisation de commentaires de graphiques. Dans le cadre de l'étude, ce que je vous ai montré, c'est quelque chose donc, qui a été développé de A à Z en fait, à partir des données individuelles disponibles. Alors, il y a une question par rapport à l'application Shiny sur les calculs de première opinion concernant le stockage des sélections faites. Alors ça, effectivement, c'est un point important, c'est effectivement d'avoir la possibilité, d'ailleurs ça rejoint l'idée de restitution des résultats derrière, d'avoir la possibilité de venir stocker les choix d'inclusion-exclusion, finalement les choix de coefficients. Et donc ça, c'est effectivement aussi quelque chose qui est tout à fait gérable en fait à partir du moment où on développe, enfin, d'autant plus à partir du moment où on développe soi-même le programme. Et donc, c'est ce qui a été fait. Et donc, on a bel et bien la possibilité de venir enregistrer les différents modèles pour éventuellement les rejouer. C'est aussi quelque chose pour les rejouer dans le futur, c'est aussi quelque chose qui est important dans le cadre d'une comparaison entre première et seconde opinion. Et donc voilà, il y a un caractère dynamique, mais on peut aussi façonner l'application, façonner l'application de sorte à venir stocker et enregistrer soit tous les modèles testés, soit uniquement certains qu'on souhaite sauvegarder. Alors, il y a une question sur le mémoire. Donc, le mémoire est bien tout à fait public, et donc il est accessible sur le site de l'Institut. Voilà. Alors, il y a une question sur les technologies utilisées, donc à savoir par rapport aux différentes technologies open source, qu'est-ce qui a fait
quel choix on a fait parmi le panel des technologies open source disponibles. Alors, il y a plusieurs points en fait. Bon, les travaux, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les travaux du mémoire se sont basés sur le langage R. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'était d'avoir la possibilité de venir proposer une forme donc, de standardisation à nouveau à partir des données de sinistre de la base à disposition. Et donc, il y a tout, en fait, un des intérêts très marqués de l'utilisation de R, c'est notamment tout ce qui va concerner la gestion des bases de données. Donc, il y a des librairies qui sont dédiées à ça, qui sont extrêmement performantes. Donc, le fait de venir manipuler, alors ça peut être des milliers, des dizaines de milliers, voire beaucoup plus en fait, de sinistres dans une base de façon très efficace pour les mettre au format nécessaire à la réalisation soit de modélisation, soit de visualisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est très efficace en R en particulier. Alors, ça sera aussi le cas en Python. Donc, on a fait le choix de partir sur R, mais on aurait pu faire tous les développements exactement de la même manière aussi en Python. L'avantage de R aussi, c'est qu'il y a une librairie, il y a une grammaire graphique qui est extrêmement performante, ggplot2, pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, qui a permis de réaliser les nombreux graphiques que vous pouvez retrouver, donc que vous avez vu en partie dans cette présentation et que vous pouvez retrouver directement dans le mémoire. Voilà, donc ça c'était pour ce qui concernait la gestion des données, que ce soit en termes vraiment de manipulation des bases et en termes de visualisation. Et il y a aussi tous les points derrière de modélisation par machine learning, donc de modélisation individuelle avancée. Donc là, voilà, on avait la nécessité d'aller au-delà d'Excel, bien sûr. Donc on a, de la même manière, on a choisi de rester sur le logiciel R, mais on aurait pu aussi partir sur le langage Python, par exemple. Alors, il y a une question concernant l'utilisation des commentaires et notamment le fait d'utiliser les expressions régulières pour déterminer le caractère incertain des sinistres. Donc, en fait, le commentaire ici qui est fait, c'est que on pourrait, pourquoi pas aller plus loin, essayer de détecter un certain nombre de patterns, etc. au sein des commentaires. Donc ça, c'est un très bon point. En fait, ce qu'il faut noter, c'est que voilà, malheureusement, dans le cadre du mémoire, on n'a pas eu accès à énormément de commentaires. Donc, on a voulu essayer d'appliquer des méthodes de type vraiment text mining sur les données, mais étant donné la faible volumétrie, on n'a pas abouti à des résultats pertinents. Maintenant, il y a effectivement un certain nombre, il y a tout un tas de modèles qu'il est possible d'appliquer et des choses qui peuvent être très intéressantes à faire à partir du moment où on a suffisamment de données. Donc ça, on pense en tout cas qu'il y a effectivement un gros potentiel à ce niveau-là. Alors, il y a une question par rapport au fait de savoir si les approches d'intelligence artificielle sont aussi utilisées par les réassureurs. Alors, en fait, globalement, donc l'idée du mémoire, en tout cas le parti pris, ça a été de montrer qu'à partir d'une base de données sinistres, on avait la possibilité de recréer en fait tout un workflow du début à la fin du processus de provisionnement. Alors là, ça s'est appliqué sur une base de sinistres d'une compagnie d'assurance. Maintenant, c'est des problématiques qui se retrouvent totalement aussi en réassurance. Donc notamment les technologies qui ont été appréhendées, que ce soit en termes de visualisation, d'automatisation, de restitution, c'est des choses qui peuvent bien sûr aussi se retrouver en réassurance. C'est pas spécifique aux compagnies d'assurance.
Alors, il y a une question sur donc les méthodes IA, de savoir si ça a été rapproché en parallèle des modèles Chain ou de Mac. Donc, alors là, à nouveau, en tout cas en ce qui concerne la partie de modélisation des attrititionnels, donc on est vraiment parti sur l'utilisation des modèles Chain directement. Pour ce qui est du modèle de Mac, on l'a aussi appréhendé dans le cadre de l'étude de la stabilité des triangles, notamment pour le choix du niveau de seuil. Donc, on est vraiment resté, en fait, le principe ici de l'IA, c'était justement de rester sur des approches extrêmement classiques que sont Chainladder ou Mac, et simplement de pouvoir profiter de la puissance de calcul que peut fournir un logiciel comme R pour voilà, automatiser un grand nombre de Chainladder. Typiquement, dans le cadre du mémoire, je crois qu'on a fait varier le niveau de seuil de peut-être 50 000 à 200 000 avec un pas de 1 000 euros. Donc, voilà, ça implique un grand nombre de chain leaders à réaliser automatiquement, mais on est systématiquement resté calé sur ces modèles. Alors, il y a une question intéressante sur la notion d'intelligence artificielle forte en opposition à l'intelligence artificielle faible. Donc ça, c'est un point intéressant, en fait. Ce qu'on a voulu vraiment appliquer dans le cadre du mémoire, c'est vraiment de rester assez humble dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, l'IA, c'est un concept qui est un petit peu repris à toutes les sauces, et donc on a souvent l'impression que voilà, on a un caractère très fort de l'intelligence artificielle avec la possibilité avec une notion presque de remplacement d'une certaine intelligence qu'on pourrait avoir dans l'intelligence humaine. Donc en fait, c'est pas du tout ce qu'on souhaite mettre en avant dans le cadre du mémoire. C'était le point au début dans l'introduction. Le point, c'est vraiment que voilà, l'IA, finalement, c'est simplement un outil qui est performant en termes de manipulation, d'automatisation dans ce qu'on a appliqué dans le cadre du mémoire. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de tirer. On n'essaye pas, le message, c'est pas de dire que l'IA va trouver un meilleur montant d'ultime. Ce qu'on cherche simplement à faire, c'est de pouvoir l'exploiter pour voilà, venir se donner un ensemble de modèles pour réaliser plusieurs modèles, voir le panel de charge ultime qu'on peut obtenir. Et à partir de ces éléments, venir, avec l'expertise métier dont va disposer l'actuaire, à venir faire les choix de modélisation qui seront retenus finalement. Alors, il y a une question sur le fait d'adapter la maquette aussi à d'autres méthodes de calcul des ultimes, donc de type Born-Ferguson, Capcode, etc. Donc là, effectivement, il y a... alors à nouveau, je le répète un petit peu, on est resté sur des approches très calées sur Chainladder. Maintenant, on a aussi la possibilité évidemment, de venir rajouter des notions de données a priori, des données externes, de jugement d'experts pour appliquer des méthodes de type Born-Ferguson, et c'est quelque chose qui peut aussi tout à fait s'automatiser. Voilà, alors il y a une question sur le fait de savoir si l'intelligence artificielle va prendre la place des employés. Donc là encore, à nouveau, pas du tout. Le but, c'est vraiment de fournir une aide et un appui aux actuaires et non pas de les remplacer, évidemment. Alors, il y a une question aussi sur le fait de savoir si on travaille sur plusieurs branches d'assurance ou si on en a testé une seule. Donc là, en fait, dans le cadre du mémoire, on est resté sur une branche de type RC. Donc, il n'y a pas eu... en fait, on n'a pas axé les travaux véritablement sur l'analyse des résultats d'une branche vis-à-vis d'une autre. L'objectif, c'était de proposer un processus standardisé, en fait, qui peut s'appliquer à différentes branches. Alors évidemment, selon les types de garanties, les catégories de sinistres, on aura plus ou moins
on ne tirera pas les mêmes conclusions in fine, mais l'objectif, c'était voilà, de pouvoir englober, de proposer une démarche qui s'applique pas uniquement à un business de type RC ou de type dommage. Alors, il y a une question aussi sur la notion de mise en production de l'application AirShiny pour la rendre accessible éventuellement, de ce que je comprends, donc à distance. Alors, ça, effectivement, c'est un point important à partir du moment où on s'intéresse au développement d'applications de ce type. Donc, en fait, ce qu'il faut noter, c'est que alors, basiquement, pour les applications, donc en ce qui concerne, donc je vais surtout parler en ce qui concerne AirShiny, basiquement, ce qu'on peut faire et ce qu'on a fait dans le cadre du mémoire, c'est qu'on a développé directement un code R pour la réalisation de l'application, donc qui était finalement enregistré en local sur l'ordinateur directement. Et donc, voilà, ensuite, on compile ce code via la console R de l'ordinateur et ça permet de générer l'application. Et c'est à partir de ça que j'ai d'ailleurs enregistré les films que vous avez vus. Maintenant, il y a effectivement, à partir du moment où on s'intéresse à la notion de mise en production, il y a plusieurs possibilités qui existent, notamment le fait d'héberger l'application sur un serveur. Donc, par exemple, on peut penser du côté de Microsoft au serveur Azure, typiquement, pour donner un exemple. Et ensuite, à partir de là, à partir du moment où l'application est stockée, enfin, est hébergée sur un serveur, bah, tous les collaborateurs d'une entreprise peuvent y avoir accès. C'est notamment assez intéressant du point de vue de la maintenance de l'application. Voilà. Alors, je vais peut-être finir par une dernière question. Je vois qu'on arrive bientôt, il est déjà 13h25. Une question sur le fait, sur la notion en fait d'anonymisation et de pseudonymisation de la donnée. Alors, c'est vrai que c'est un point important, c'est un point intéressant dans le cadre des travaux, à partir du moment où on s'intéresse aux notions, aux données individuelles de sinistralité. Donc, alors, bon, basiquement, il y a tout un cadre réglementaire qui existe, bien évidemment, avec le RGPD, donc qui existe maintenant depuis quelques années, qui a toujours existé, mais qui a été renforcé avec le RGPD. Et donc, alors, voilà, globalement, qu'on parle finalement d'IA ou pas, de développement de ce type-là ou pas, cette notion d'anonymisation et de protection des données à caractère personnel, elle est évidemment complètement indispensable. Et donc, dans le cadre alors ce que je peux dire, c'est que dans le cadre des travaux, on a travaillé sur des données anonymisées totalement, ce qui fait qu'on n'avait pas, voilà, malgré le fait d'avoir des données individuelles, on n'avait pas la possibilité de remonter aux informations à caractère personnel individuel. Donc ça, c'est quelque chose qui était très important d'assurer dans le cadre des travaux. Donc derrière, je pense que c'est, disons qu'à partir du moment voilà, où on commence euh, à manipuler ce genre de données, alors dans le cadre d'un mémoire, dans le cadre d'un mémoire public, c'est indispensable, c'est totalement indispensable d'avoir cette anonymisation des données, surtout dans le cas où il est public et donc par rapport aux travaux qu'on a pu réaliser ici. Maintenant, dans le cadre des compagnies d'assurance, à nouveau, ça va être à chaque responsable de traitement, chaque responsable de traitement d'assurer la bonne anonymisation des données et d'exploiter les technologies de l'IA dans ce sens. Voilà. Et la question, alors il y a un autre commentaire effectivement par rapport aux données de texte, aux données de commentaires et d'appliquer des méthodes de text mining. Donc là aussi, c'est évidemment quelque chose de complètement fondamental. Et là encore, les données les données des commentaires qui ont pu être manipulés dans le cadre du mémoire ont été aussi anonymisées. Et c'est aussi en fait, c'est une des raisons pour lesquelles ça a été assez difficile
de mettre en place des méthodes de type text mining avancées sur ces données, étant donné que voilà, on n'a pas forcément pu avoir accès, et c'est normal, à des données extrêmement détaillées et précises qui pourraient contenir des informations à caractère tout à fait personnel. Voilà, donc je note plus de questions. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre intérêt. Et donc, voilà, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une très bonne journée.